Bienvenue sur le plateau de TV5 Monde pour la 12e édition des 24 heures chrono. Nous arrivons pour la première ville de ce grand tour qui va durer 2 jours, bien évidemment. Nous atterrissons en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et bien évidemment, vous qui nous regardez, vous pouvez commenter, réagir en direct sur les réseaux sociaux, hashtag 24H Chrono TV. Et n'oubliez pas, bien évidemment, dans quelques jours, dans un peu plus de 24 heures, le lancement de Big Planet. Alors sur notre plateau, j'ai l'honneur d'accueillir Richard Fostier. Donc Richard Fostier, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce de franco-malaisienne, exactement, voilà. Administrateur de CCI France International et également président de REL Expert Partners. Et comme j'aime bien les CCE, vous êtes aussi conseiller du commerce extérieur de la France. Exactement, et je suis en Malaisie depuis 7-8 ans maintenant. D'accord. Et votre activité en tant qu'entrepreneur En tant qu'entrepreneur, c'est une activité de service ferroviaire et d'accompagnement d'entreprises vers la Malaisie, à partir de la Malaisie. Et c'est principalement donc la construction et la maintenance ferroviaire. Merci beaucoup. Agnès, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes implanté en Malaisie, enfin votre entreprise est implantée en Malaisie. Oui, depuis 2011. Hein. Voilà, donc ça fait un petit moment. c'est Vibratech. Donc c'est une ingénierie spécialisée dans la mécanique au service de toutes les industries, que ce soit le pétrole, le transport, l'industrie en général. Moi, je suis la directrice donc de Vibratech. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes revenu à Lyon depuis quelques temps. Oui, c'est ça. D'accord. Et depuis Lyon, il est possible de bosser avec la Malaisie, de diriger la filiale à distance. Parfait, merci beaucoup. Alors, Elisabeth, après 2 beaux industriels, vous êtes plus dans la partie conseil. Absolument. Donc, Elisabeth Lobel, directeur général de EGIA Carrière Management, cabinet en RH spécialisé dans le recrutement et le placement des étrangers en Malaisie, bien entendu, et éventuellement d'autres pays de l'ASEAN. Merci beaucoup, bienvenue. Et donc, Kamel, alors vous vous occupez de finances. Exactement. Kamel Belnoukil, responsable des investissements des bureaux du MIDA à Paris, l'agence de promotion des investissements pour la Malaisie. Et nous avons 23 bureaux à l'international, dont celui de Paris, pour lequel je représente. Parfait, merci beaucoup. Une petite page de pub, nous nous retrouvons immédiatement, bien évidemment, pour parler des investissements. As the principal investment promotion agency for Malaysia, MIDA has played an important role in industrial development of the country. We will continue to support foreign investors and facilitate their businesses to grow in Malaysia. Examples of French companies that are already operating in Malaysia include ST Microelectronics, Lafarge, Air Liquide, Monang, Technic FMC, as well as Decathlon. We look forward to continuously working with French investors to capitalize on opportunities that are present in Malaysia and also ASEAN. In the vast world which offers us limitless opportunities, we seek a life of balance and harmony. A vast array of entertainment provides a balanced growth platform for our younger generations. Collectively, we contribute to a more sustainable ecosystem that are meant to be shared. As we lead and care for our young to a more hopeful tomorrow, we value today's treasure. For all that we desire is a life of balance and harmony. De retour sur le plateau de TV5 Monde, bien évidemment pour la Malaisie, Kuala Lumpur. Alors comme nous en parlions à l'instant pendant cette micro-pause, bien évidemment nous avons 2 CCE présents sur le plateau, donc Elisabeth et Richard, qui sont quand même les conseillers du commerce extérieur de la France, chargés justement d'être en communication permanente entre les dirigeants français et les pays adéquats. Donc pour vous deux, la Malaisie. Et on a le pendant, si j'ose dire, donc qui est bien évidemment le MIDA. Alors comment ça se passe pour la création d'entreprises? Quelques chiffres, comment ça se passe si je suis dirigeant français et que j'ai l'intention de m'investir et d'investir en Malaisie? Dans un premier temps, on a là vous avez actuellement les principaux acteurs présents, les principales agences. On a la CCIFM France-Malaisie, mais également le MIDA, qui sont les principaux facilitateurs pour des sociétés qui souhaitent rentrer en Malaisie. On a signé récemment un MOU entre les 2 agences qui permettent d'être complémentaires sur la facilitation des entreprises. Si je suis dirigeant d'une start-up, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que je fasse? Comment ça se passe? Vous avez le choix, soit de contacter le MIDA basé à Paris ou éventuellement
directement sur place la chambre de commerce avec qui ils travaillent directement avec notre siège à Kuala Lumpur. Nous sommes à 50 mètres, nos bâtiments sont à 50 mètres de distance et notre objectif est de comprendre, de partir sur la base du projet, de comprendre dans quel secteur et de les guider. Justement, puisque vous parlez de secteurs, quels sont les secteurs importants ou si je suis dirigeant, est-ce que la Malaisie, quels sont les appels un peu sectoriels de la Malaisie? Et ils sont multiples. Oui. Bien sûr, il y a les services qui pèsent pour 60% de l'emploi et de l'économie en Malaisie. Il y a la construction. Et donc là, il y a vraiment un très fort développement de ces secteurs d'activité. La Malaisie, c'est 32 millions d'habitants, 5,8% de croissance en 2017. Ça fait rêver. Oui, et c'est intégré dans un espace beaucoup plus vaste qui est l'ASEAN, avec un marché de 625 millions de consommateurs. Donc c'est vraiment une porte d'entrée pour l'Asie, dont on reparlera dans quelques instants. Comment le MIDA peut m'aider justement en tant que dirigeant pour m'implanter en Malaisie? Il y a différentes étapes. C'est d'abord comprendre, comme je vous disais, l'étape phare du projet. C'est vers où la société souhaite s'implanter. Et ensuite, le MIDA est le premier facilitateur qui vous permet de vous faciliter auprès des agences locales, auprès de comprendre également quels sont les incentives disponibles pour votre projet, mais également de comprendre également où vous positionnez, dans quel état votre projet pourrait être actuellement intéressant pour l'État en question. Puisque un peu comme, si je peux me permettre ce parallèle, un peu comme en France, les aides ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de la géographie. Dans la Malaisie au sens large. Alors d'un point de vue global, ils sont assez généraux, mais effectivement, chaque État également essaie, en fonction, vous avez cité quels sont les secteurs clés, chaque État met en avant certains secteurs. Exactement. Et de là, effectivement, il y a des incentives disponibles. Et sur Kuala Lumpur, ça serait quel secteur? On parle d'innovation. On a pu voir Air Liquide, très belle success story, qui a développé son Smart Manufacturing Hub, dans un centre d'excellence, qui va permettre également l'émergence de start-up locales, mais également l'attraction de start-up étrangères dans le pays pour pouvoir répondre à leurs besoins localement et sur la région. Très bien. Et là, alors, on a un peu parlé des entreprises, mais si je suis dirigeant, je fais comment en termes de visa? Comment ça s'est passé pour vous, Agnès? Ça s'est bien passé. Kamel, tu devrais dire quand même que le MIDA, c'est un guichet unique pour les entreprises. Vous avez parlé de plein d'aides différentes. Finalement, comment on s'en sort? On s'adresse au MIDA et c'est le MIDA qui se charge. Oui, ce qui est toujours important à bien faire comprendre, c'est que quand on arrive dans un pays, on a quand même des institutions. Alors, il y a des institutions françaises. La Chambre de commerce. La Chambre de commerce, bien évidemment. Les conseillers du commerce extérieur, mais j'en ai parlé là, c'est bon. Et bien évidemment, nos amis malaisiens qui sont aussi présents. Et ce sont ces aides. C'est d'abord ces gens-là, quand je parle d'aide, c'est pas d'aide financière, c'est d'aide technique, de réflexion, de soutien, d'accompagnement. Et ce sont les structures qui peuvent nous accompagner au mieux. Donc d'abord prendre contact avec les structures. Et là, il s'avère que les structures sont très proches l'une de l'autre et pas que géographiquement. Et complémentaires. L'un des meilleurs points d'entrée, évidemment, c'est la Chambre de commerce franco-malaisienne qui compte 272 filiales parmi ses membres, 115 entrepreneurs, qui représentent l'équivalent de 26 000 salariés en Malaisie et un chiffre d'affaires cumulé de 3,5 milliards d'euros. Donc la présence française, de l'industrie française est forte en Malaisie. Enfin forte, après, on n'est pas les premiers. Mais... Bien sûr, et elle est en développement. La Chambre de commerce est là pour accompagner les nouvelles entreprises françaises qui arrivent en Malaisie au travers de toute une série de services et d'accompagnement, y compris la fourniture, dans un premier temps, si tel est leur souhait, de bureaux qui leur permettent vraiment d'entrer... Pour se poser dans un premier temps. Très bien. Alors, on va justement aller interroger Cyril Deneau. Alors, Cyril, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune Français qui souhaite travailler en Malaisie? Donc en préambule, ce qu'il faut savoir sur la Malaisie, c'est que c'est un pays extrêmement dynamique et tout particulièrement sur le digital, où là on est en pleine explosion. Donc il faut savoir qu'il y a près de 3 postes pour un candidat. La résultante, c'est qu'il y a une pénurie de talents et donc beaucoup d'opportunités. Fort de ça, pour un candidat qui cherche, un candidat français qui aimerait venir s'installer en Malaisie, mon conseil serait de ne pas penser sur le même système que la France, c'est-à-dire d'oser beaucoup plus. Oser aller rencontrer les dirigeants, aller leur parler directement, échanger sur les profils et ne pas hésiter à aller postuler sur des jobs où sur le système, les critères français n'auraient pas forcément été accessibles.
En Malaisie, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans dans la même entreprise pour accéder à des postes de direction et des postes hyper intéressants. Et ensuite, dernièrement, faire appel à des recruteurs. Les chasseurs de tête sont extrêmement actifs sur le marché et ça permet d'avoir de très belles opportunités. Merci Cyril Lenot. Alors justement, Elisabeth, dans le cadre du recrutement, on va parler un peu RH parce qu'on a parlé beaucoup de finance, mais dans le cadre du recrutement, comment ça se passe? Quels sont les besoins sur place de Français potentiellement qui voudraient partir là-bas? Et comment ça se passe si je suis dirigeant? Ce qu'il est important de savoir au préalable pour un candidat, c'est d'être très clair avec son positionnement. Une fois que ce positionnement est bien établi, effectivement, il est dans la mesure où le seul moyen pour trouver un travail, c'est à travers le réseau. Il est important donc de bien se présenter auprès d'un dirigeant. De façon générale, les dirigeants peuvent avoir besoin de Français qualifiés, évidemment, donc c'est minimum de 3 ans d'expérience. Les profils techniques sont avantagés par rapport aux fonctions support. Pour autant, les fonctions support peuvent être intéressantes à partir du moment où il y a aussi une connaissance de la zone. De plus en plus, les employeurs recherchent des candidats qui ont une connaissance de la zone, voire une connaissance du pays. Également, une connaissance de la langue, maintenant, c'est important. Et surtout, cette capacité d'adaptation et cette volonté de rester en Malaisie. Oui, volonté de rester. Alors, comment ça s'est passé pour vous, justement, Agnès? Oui, effectivement, donc pour trouver des candidats qualifiés donc, dans le secteur technique, on a commencé de manière progressive. On a commencé avec des profils français. Et ce qu'il faut savoir, qui ont fait leurs études en France, français, et ce qu'il faut savoir, c'est pour quelqu'un qui souhaite construire son entreprise en Malaisie, il est également possible de trouver des candidats très qualifiés en Malaisie, des locaux. Donc, on a fait progressivement. On a commencé français, ensuite on a pris malaisien ayant fait ses études en France. Donc ça, il y a un réseau que l'on trouve même depuis la France. L'étape d'après, on a trouvé malaisien qui a fait ses études en dehors de la France, donc c'était le Japon. Et puis là, dernièrement, 100% études en Malaisie. Un Malaisien ayant fait ses études en Malaisie. Exactement. Donc l'entreprise est maintenant quasi malaisienne, enfin l'agence. Oui, elle est multiculturelle. Elle est multiculturelle. Ouais. Très bien. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe quand vous accompagnez justement un dirigeant là-dessus? Eh bien, c'est très intéressant parce que récemment, le MIDA a mis en place une division qui s'appelle Talent Division, qui va permettre aujourd'hui pour des sociétés qui souhaitent rentrer en Malaisie, leur faciliter leur recherche de talents, que ce soit des talents internationaux mais également locaux. Et aujourd'hui, on a également un réseau qui sont le réseau des étudiants malaisiens en France, qui représente autour de 650 étudiants, qui permettent également de répondre. De faire du lien et de répondre. Exactement. L'avantage, c'est de les prendre en tant que stagiaires pendant leur fin d'études ici en France, dans l'objectif de les recruter localement. Et là où le lien... On est dans cette logique du réseau qu'on évoquait à l'instant. Je vous propose qu'on aille voir une petite vidéo de présentation de la région d'Iskandar et bien évidemment le déploiement autour de Kuala Lumpur. Established in 2006, Iskandar, Malaysia is an economic region spanning an area of 2,217 square kilometers in Malaysia's southern state of Johor. It is one of the 5 economic development regions and corridors that was conceptualized to propel the national transformation agenda in realizing the target of becoming a high-income nation and achieving the developed nation status in line with Malaysia's new economic model. Driven by 9 promoted economic sectors that are electrical and electronics, petroleum and oil and gas, food and agro-processing, logistics, tourism, healthcare services, education, financial and business services, as well as creative industries, Iskandar, Malaysia aims to develop a strong, diversified and dynamic economy based on the foundations of nation building, growth and value creation, as well as equitable and a fair distribution among stakeholders. Iskandar, Malaysia recently recorded a total of Euro 6 billion in committed investments for January to December of 2017.
adding up to a total of euro 52 billion in cumulative committed investments from 2006 until December 2017. Of this total, 55% or euro 29 billion represent investments that have been realized. A lot also happened on the development of the hard and soft infrastructure. For instance, in transportation, Iskandar Malaysia is to embark on the rail transit system which links this region and Singapore's Mass Rapid Transit or MRT via the Rapid Transit System or RTS link. The RTS link is expected to be completed in 2024. One of Iskandar Malaysia's greatest assets is its strategic location in the heart of Southeast Asia and adjacent to Singapore, which is a global financial center. Furthermore, Iskandar Malaysia is easily accessible by land, air and sea and opens new doors of global opportunities to investors from the world over. It is well positioned to leverage on the fast-growing economic powerhouses of India and China, as well as the ASEAN region, and within only 6 to 8 hours flight radius from Asia's burgeoning growth centers such as Bangalore, Dubai, Hong Kong, Seoul, Shanghai, Taipei, and Tokyo. Iskandar Malaysia offers excellent ready infrastructure with an international airport and 3 seaports capable of handling all manner of cargo from containerized in Port of Tanjung Pelepas to liquid bulk in Port of Tanjung Laksat and dry bulk in Johor Port. The only one of its kind in the region, it offers the perfect destination of choice for everyone to invest, work, live and play. We welcome all investments from any country, but more importantly, we emphasize on investments that contribute and create a multiplier effect and catalyst further growth, as well as provide spillover effect for the community in terms of job creation, business opportunities, and a better quality of life. Most importantly, Iskandar Malaysia had achieved much progress and success due to the unwavering support and collaboration from both federal and state governments, as well as the private sector and the community. For over 11 years, we have worked together for the benefit of the people through Iskandar Malaysia. We hope that we can continue to work together through our collaborative efforts towards realizing the vision of Iskandar Malaysia. Merci beaucoup pour cette présentation plus que complète, bien évidemment, d'Iskandar. Mais revoyons un peu les choses de manière large. Est-ce qu'on s'implante à Kuala Lumpur? Est-ce qu'on s'implante à Iskandar, bien évidemment? Et pourquoi pas à Singapour? Et pourquoi pas... Quel est l'intérêt d'être justement en Malaisie et plus particulièrement à Kuala Lumpur ou à Iskandar? C'est une bonne question, ça. Oui. Vibratech, on est arrivé en 2011. Les projets, c'est du pétrole. Nos clients, ils sont à Jakarta, à Kuala Lumpur, à Singapour. Où est-ce qu'on s'installe? On va être à côté des clients. Singapour, c'est une très belle adresse, mais elle est très chère. Jakarta, là, on n'a pas le problème du prix, mais on a le problème du manque d'infrastructures et de la congestion de la ville qui est vraiment bloquante. Compliqué. Et puis Malaisie, on nous accueille à bras ouverts, les infrastructures haut niveau, des ressources humaines, des gens qualifiés, les loyers très abordables. Où la langue anglaise est parcourue. Et voilà, exactement. Le fait que ce soit un pays anglophone. Et puis, alors, moi je parle pétrole, mais pour d'autres secteurs, la Malaisie, c'est quand même un pays où vous avez une classe moyenne, une très grosse classe moyenne. Si vous comparez avec le reste de l'Asie. Les deux autres pays les plus riches dans le secteur, c'est Brunei et Singapour, mais c'est comme si vous disiez Luxembourg, Monaco pour l'Europe. Voilà.
Et votre vision en tant que RH, justement, comment vous voyez les choses? Oui, effectivement, je confirme ce que vient de dire Agnès, à savoir que la Malaisie bénéficie d'un très fort niveau d'attractivité pour toutes ces raisons évoquées. En matière de ressources humaines, la population est de plus en plus et de mieux en mieux formée. Ça permet aux entreprises maintenant de sourcer localement, et la plupart des candidats malaisiens sont également très très motivés pour continuer à se former une fois qu'ils sont embauchés par les entreprises. On va justement aller interviewer Marit Tsang sur quels sont les malentendus qui peuvent survenir dans la communication au travail. Je crois qu'en Malaisie, le premier malentendu qu'on va avoir entre un Malaisien et un Français, ça va être ce qu'on entend par oui et ce qu'on entend par non. En Malaisie, un oui peut signifier toute une variété de choses, comme oui, j'ai bien compris votre question, oui, j'ai bien entendu la question, oui, je l'ai comprise, oui, je suis d'accord avec vous, ou oui, je vais y réfléchir, ou oui, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui pour nous Français est relativement compliqué à déchiffrer. De la même façon, on a un petit peu nous tendance à répondre systématiquement non à une question, simplement pour prendre le temps d'y réfléchir avant d'argumenter ou de poser plus de questions, ce qui pour un Malaisien est assez perturbant, parce qu'un non est clairement la fin de la conversation, alors que pour nous c'est souvent le début. Alors oui ou non? Oui, il faut dire oui. Complètement oui. Il faut dire complètement oui. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet, et donc c'est bien évidemment la dimension interculturelle. Mais dans les équipes, comment ça se passe justement, Richard? Plutôt. Parce que là, on est dans le multiethnique absolu en Malaisie. Absolument. Vous avez, alors, avec 200 000 jeunes diplômés qui arrivent chaque année sur le marché du travail, avec un taux de chômage qui est très faible, de 3,3%, c'est-à-dire, autant dire, il n'y a pas de chômage. Vous avez là un vivier de talents qui vous permet de couvrir toutes les langues de la région, et qui, par sa nature multiculturelle, interagit avec tous les membres du personnel, et il y a une harmonie qui s'établit. Et je crois que ça, c'est aussi l'un des atouts majeurs de la Malaisie, c'est-à-dire d'offrir une population active, complètement, ouverte et en lien avec le monde extérieur, le monde des affaires, et la diversité culturelle que l'on peut trouver en Asie, mais aussi ailleurs dans le monde. Et justement, en termes de recrutement, si je suis un cadre français qui arrive en Malaisie, alors ça peut paraître assez idyllique, mais ce n'est pas un peu compliqué pour s'intégrer justement dans cette dimension multiethnique? C'est un petit peu compliqué, mais on comprend rapidement les règles de base. En matière de recrutement, ce qui est intéressant, c'est que chaque ethnie, chaque race a aussi ses propres spécificités et ses propres compétences. Donc on constate que certaines fonctions sont plus souvent attribuées à une certaine ethnie et d'autres fonctions à d'autres ethnies. Une fois qu'on a compris un petit peu ces règles du jeu, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile de constituer des équipes efficaces. Et quelques conseils de management, justement. Oui. C'est vrai qu'à Vibratech, à Kuala Lumpur, il y a 5 personnes en permanence, 3 Malais, une Chinoise, un Indien. Donc c'est l'Asie en raccourci. En miniature, donc ça parle mandarin, anglais, bahasa, japonais, chinois, chinois j'ai déjà dit, mais dialecte chinois. Et alors si, il y a quand même un conseil. Donc si vous allez au restaurant, choisissez de préférence un restaurant halal. Comme ça on est sûr que ça plaise à tout le monde. Autre chose, vous venez d'embaucher quelqu'un, il va avoir peur de vous dire qu'il n'a pas compris. Donc vraiment bien s'assurer que le message que vous avez envoyé, même si on vous dit oui en face, on vient de le voir, est bien entendu, bien compris. Oui. Merci beaucoup. Oui. Toujours s'intéresser à la famille du candidat. Ce sont des questions essentielles. Il y a une relation familiale qui est très importante. Construire immédiatement une bonne relation proche avec son employé. Voilà. Alors, Kamel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, et puis à très bientôt quand on investira à Kuala Lumpur. Très bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. De m'avoir accueilli. Dans quelques instants pour nous, après une page de pub.
De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono, en direct bien évidemment de la Malaisie. Et j'accueille sur ce plateau Barbara Jacquin. Bonjour. Donc dites-nous un peu ce que vous avez fait, parce qu'il n'y a pas très longtemps que vous êtes rentré de Malaisie. Quelle était votre activité sur place? Alors je suis rentrée il y a tout juste 2 mois, donc c'était une expérience assez récente. J'y suis restée 3 ans. Donc j'ai fait 1 an à côté de Sherating. Donc je travaille pour le Club Med, donc j'étais basée au Club Med de Sherating. Et après 2 ans pour les bureaux du Club Med de Singapour et Malaisie qui sont basés à Kuala Lumpur. D'accord. Et donc le retour, ça va? C'est pas trop dur? Un peu dur. Les 30 degrés de différence de température sont un peu durs. Alors justement, la vie quotidienne sur place, comment ça se passe? Alors à Kuala Lumpur bien évidemment, mais aussi puisque vous avez vécu par ailleurs. Mais comment ça se passe? Comment justement, on parlait d'aller dîner au restaurant tout à l'heure. Comment vous avez vécu les choses sur place? La vie sur place, je pense qu'on pourrait tous s'accorder sur le fait que c'est assez simple. C'est vraiment une vie simple à Kuala Lumpur. Tout est accessible, tout est assez facile à vivre. Tout ce qui est taxi, restaurant, c'est assez bien développé. Donc vraiment, la vie en ville est assez agréable. Après, pour ce qui est la vie à Sherating, c'est plus petit et c'est vraiment un petit village. Donc je pourrais pas trop parler de restaurant et d'infrastructures locales parce que c'est vraiment une... Au Club Med, ça va, vous en manquez pas? Au Club Med, quand on restait sur place, ça allait effectivement. Mais vraiment, la vie sur place est assez agréable à vivre. Très bien. Et quant aux soins, alors justement, le système de santé, comment ça se passe? Alors, si je me souviens bien, vous avez eu une naissance sur place. Oui, une grossesse et une naissance à Kuala Lumpur. Et puis j'en ai eu une autre après en France. Donc j'ai pu comparer les 2 systèmes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le système de santé en Malaisie est de très bonne qualité. Sans même parler du prix, qui est intéressant, mais de très bonne qualité. Je me suis retrouvée avec des médecins formés à l'étranger, principalement en Angleterre. Donc avec un système de médecine très anglo-saxon. Alors c'est vrai que pour une grossesse, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup moins stressant qu'en France. D'accord. J'ai trouvé. D'accord, une bonne qualité de soins, et c'est ce que vous avez ressenti aussi. Oui, c'était pas la même expérience, j'ai eu la dingue, donc... C'est beaucoup moins sympa. Un peu moins, je pense que les deux... Mais oui, j'étais en hôpital privé et c'est effectivement... j'étais impressionnée par la qualité des infrastructures de l'hôpital, des soins prodigués et des médecins. D'accord. Et puisqu'on parle de soins, justement, il faut parler donc d'assurance médicale. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut savoir, c'est que la couverture médicale n'est pas obligatoire. Donc, un employeur, s'il veut, peut ne pas offrir cette couverture. Pour autant, les Malaisiens sont très sensibles et ils exigent maintenant, dans le cadre des négociations d'une embauche, pour une embauche, donc d'être couverts et bien couverts. Donc, il y a une très forte sensibilité maintenant à l'assurance médicale. Très bien, merci beaucoup. On va aller justement parler maintenant de scolarité avec Jean-Yves Bichel, qui est le chef d'établissement du lycée français de Kuala Lumpur. Donc, quels enseignements en langue au lycée français de Kuala Lumpur? Le LFK prend en compte la diversité de ses élèves et propose un cursus adapté tout au long de leur scolarité. La langue anglaise est enseignée dès la maternelle par groupe de compétences au sein d'activités éducatives. Au secondaire, nos étudiants ont la possibilité d'apprendre plusieurs langues, anglais, espagnol, allemand, mandarin, malais. Chaque année, nos étudiants passent des certifications en langue qui sont reconnues internationalement, le Cambridge, IELTS, Delhi, TELF. Alors Richard, vos filles sont allées au lycée Rouen. Absolument, je peux témoigner. Elles étaient donc en primaire et au collège au lycée français de Kuala Lumpur, en gros de 2011 à 2015. Elles en gardent un excellent souvenir. Il faut noter que le LFKL a d'excellents résultats au baccalauréat et est vraiment reconnu comme un établissement de grande qualité. De grande qualité, comme la plupart de nos lycées français à l'étranger, qui sont des lycées de très haute qualité. Et comment ça se passe en termes de scolarité en dehors du lycée français? Comment vous faites quand vous accompagnez justement quelqu'un qui s'implante à Kuala Lumpur? Pour les familles, évidemment, c'est la première question qui revient. On constate une tendance de la part des entreprises à réduire de plus en plus les coûts. Et évidemment, pour une famille maintenant avec plus de 2 enfants, il devient difficile de négocier le remboursement, la prise en charge totale des frais de scolarité. Donc, on demande de plus en plus maintenant à des candidats de prendre en charge s'ils ont plus de 3 enfants.
Et le système sur place, en dehors du lycée français, qui est un excellent lycée, on l'a bien compris, mais est-ce qu'on a la possibilité de s'intégrer assez facilement dans le système éducatif de Kuala Lumpur et de Malaisie? Oui, donc il y a 25 écoles internationales sur Kuala Lumpur. Oui, donc toutes de très bon niveau. Parmi les 25, une dizaine qui sont d'excellent niveau et qui préparent donc à des curriculums anglo-saxons. Très bien. Si on parle un peu d'intégration sur place, alors pour vous, mon cher Richard, ça fait un petit moment que vous y êtes maintenant. Comment vous avez l'intention d'y rester? Comment ça se passe? Comment ça se passe pour vous? Écoutez, ça se passe très bien. C'est vrai, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est un environnement de vie qui est facile. D'ailleurs, je renvoie nos téléspectateurs à une enquête menée par Mercer qui classe la Malaisie comme l'un des pays où parmi lesquels il fait le meilleur vivre. C'est en termes de pouvoir d'achat, mais en termes d'accès à la nature, en termes de transport, enfin il y a tout un... C'est un beau pays. C'est un beau pays, absolument. Très bien. Alors on va justement aller interroger Alexandra Levaillant sur quelles sont les choses à voir hors des sentiers battus en Malaisie. Alors, bien entendu, la Malaisie est connue pour ses tours Petronas, mais sortez de Kuala Lumpur et vous trouverez des plantations de thé au Cameron Island, des îles paradisiaques sur la côte est, les plus beaux spots de plongée au monde, dans le Sabah, ou encore des villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO comme Melaka ou Penang qui ont su conserver leur héritage colonial. Ce sont des parcs nationaux, parfois dantesques comme le Gunung Mulu, des sites préhistoriques comme la Lenggong Valley ou encore l'une des plus anciennes forêts primaires au monde comme Taman Negara. C'est un pays qui a su préserver ses traditions et sa richesse culturelle, des tisserandes du Sarawak aux derniers faiseurs de lanternes sur l'île de Penang. Merci beaucoup Alexandra. Alors justement, on a beaucoup parlé de tout ce qui va très très bien de ce pays magnifique. Il y a quand même une importance forte, je pense, de la religion sur place. Alors nous, on est français, donc on vit dans un système un peu différent. Comment ça se passe? Comment vous l'avez vécu? Je pense qu'il faut bien être renseigné avant d'y arriver sur tout ce qui est la multiculturalité locale, les différentes religions, les différentes ethnies pour ne pas être surprise une fois arrivé. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a compris un peu le système, comment ça marchait, comment faire différents respects de culture, par exemple dans le monde du travail, comment interagir avec une personne plutôt de culture chinoise, une personne de culture malaise. Il y a plein de codes un peu à apprendre et une fois qu'ils sont bien intégrés, c'est vrai que ça aide beaucoup à l'intégration et à bien gérer ses relations sur place. Oui. Un conseil, vous souhaitez habiter à Kuala Lumpur, donc regardez bien les temples qui se trouvent autour. Donc vous pouvez avoir une mosquée, il y a pratiquement deux tiers des Malaisiens qui sont malais, qui sont musulmans. Mosquée, ça veut dire la prière à 5h30 du matin. Voilà, le matin. Vous pouvez avoir un temple hindou en bas de chez vous, comme c'était le cas pour ma famille. Donc là, vous avez la cloche qui sonne à 7h, à midi, à 18h, pendant une demi-heure, la cloche. Vous pouvez avoir une église, vous avez un temple, alors le temple bouddhiste, taoïste, ou les deux en même temps. Donc il y a vraiment la multiculturalité, on la voit au travers de la religion, au travers de ces temples que l'on va trouver beaucoup sur la côte ouest, c'est là qu'on va avoir un mélange. Et alors que sur la côte est, ça va rester principalement musulman, avec plus de mosquées que de temples. Ouais. Et alors pour vous, comment ça, vous vivez à côté de quel temple? Non, je crois que ce qu'il faut, dans le monde agité dans lequel on vit, ce qu'il faut voir en Malaisie, c'est que les différents rites, les différentes religions, les différentes communautés cohabitent de manière très harmonieuse quand on peut voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faut souligner. La Malaisie est certainement une vitrine de ce que devrait être, alors il n'y a pas d'endroit parfait naturellement, mais de ce que devrait être le reste du monde, d'une certaine manière, en termes d'harmonie et de tolérance. Richard a bien dit cohabiter, et c'est vrai. Les différentes ethnies cohabitent. Il n'y a pas de mélange, ou alors très peu de mixité. Côte à côte, voilà. C'est ça. Absolument. Et c'est quelque chose que vous préparez vraiment quand un Français vous évoquez la chose de manière forte? C'est en fait, la dimension culturelle est souvent évoquée lors de l'entretien. C'est important notamment pour les personnes catholiques, de confession catholique, puisqu'ils ont toujours un petit peu un souci d'intégration. Ce qui se passe, c'est que de façon générale, dans les entreprises, les temps de prière sont assez bien organisés. Il y a des salles de prière également, et on arrive très facilement donc à comprendre là aussi les règles. Merci beaucoup. Je vous propose une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants.
In the vast world which offers us limitless opportunities, we seek a life of balance and harmony. A vast array of entertainment provides a balanced growth platform for our younger generations. Collectively, we contribute to a more sustainable ecosystem that are meant to be shared. As we lead and care for our young to a more hopeful tomorrow, we value today's treasure. For all that we desire is a life of balance and harmony. The whole vibrancy around KL has gone up a notch. There's a lot more F&B, there's a lot more recreation, there's a lot more shopping. And the other thing which is fun about KL is now the new connectivity with the region. The livability and affordability, both in terms of living at home as well as the affordability in running your business, are wonderful here. Its proximity at the center of Southeast Asia makes it a wonderful hub. So KL is just becoming a much more livable city. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour la conclusion de cette émission sur Kuala Lumpur en Malaisie, bien évidemment. Alors, s'il y a une chose qu'il faut retenir pour essayer d'aller chercher de l'info supplémentaire, donc il y a eu une belle étude faite par les CCE. Oui, effectivement, pour plus d'informations, les CCE et plus particulièrement la section de Malaisie a actualisé une étude qui datait initialement de 2014. Donc, elle a actualisé en octobre 2017 et donne l'ensemble des informations qu'il faut connaître sur le marché de l'emploi pour les Français qui veulent s'installer en ASEAN. Si on devait conclure, Richard, monsieur le vice-président de la Chambre de commerce, si on devait conclure par un mot, ça serait lequel ? C'est que nos entreprises comprennent que la Malaisie est un environnement très business-friendly et qu'elles y sont attendues avec beaucoup de bienveillance. Merci. Justement, Barbara, un point, maintenant que vous avez une vision 2 mois plus tard. Je pense que la Malaisie est peu connue pour les jeunes expatriés aussi. C'est pas un pays dont on rêve quand on sort d'école ou quand on sort des études. Et c'est assez. Je sais que Singapour est plutôt une bulle un peu dont on rêve très plus. sécure. Voilà. Donc voilà. Et je recommanderais Kuala Lumpur pour un peu sortir des sentiers battus, parce que c'est quand même une belle expérience. Comme c'était dit aussi dans un reportage, c'est très accueillant pour les jeunes actifs. Avec on donne beaucoup de responsabilités et c'est vrai que c'est à prendre. Agnès. Et puis un point important pour les Français, c'est la gastronomie. Vous prenez au petit déjeuner des rôtis de Chennai indiens, à midi vous mangez des raviolis chinoises, et puis le soir vous prenez un... Vous faites le tour du monde en gastronomie. Exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette magnifique émission. Alors, quant à nous, bien évidemment, on va se retrouver dans quelques instants pour une spéciale Canada sur l'immigration au Canada. Et à 11h, nous ferons pour les 24 heures une destination Osaka. Merci beaucoup, à très bientôt.
can read and I can write. C'est 4 ans. Je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.